Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années et qui a suscité des débats intenses dans le domaine de la santé et de la responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agit en effet du scandale associé à l'un des produits les plus emblématiques de la marque Johnson & Johnson, qui est la poudre pour bébé. Alors, pendant des décennies, la poudre pour bébé Johnson & Johnson a été un élément essentiel dans de nombreux foyers, utilisé pour ses propriétés absorbantes et son parfum délicat. Cependant, des allégations ont surgi, remettant en question la sécurité de ce produit et entraînant des conséquences importantes pour l'entreprise. Il faut savoir qu'à partir de 2020, Johnson & Johnson a interrompu la vente de la baby powder aux États-Unis et au Canada. Et en 2023, l'entreprise a arrêté la commercialisation du produit dans le monde entier. Dans cette présentation, nous allons plonger dans les détails de ce scandale à travers le plan suivant. Premièrement, nous allons procéder à la présentation de l'entreprise. Ensuite, nous allons voir l'engagement sociétal de cette dernière. Après, nous allons voir les détails du scandale de l'entreprise et finalement les solutions que l'entreprise a trouvées pour faire face à ce scandale. Alors, Johnson & Johnson est une entreprise pharmaceutique américaine fondée en 1886. Elle produit du matériel pharmaceutique et médical, des produits d'hygiène et des produits de cosmétiques. Elle fournit également des services aux consommateurs ainsi qu'aux professionnels de la santé. Le siège social de l'entreprise est établi au New Brunswick, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. En 1919, l'entreprise Johnson & Johnson crée sa première filiale à l'étranger, au Canada plus précisément dans la province du Québec, à Montréal. En 1920, l'invention du pansement adhésif et de la marque Band-Aid permet à Johnson & Johnson de diversifier sa marque et sa gamme de produits. L'entreprise possède 250 filiales et est présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Ses produits sont commercialisés dans plus de 175 pays. Johnson & Johnson est présente sur plusieurs marchés à travers ses différentes marques, notamment les soins de la peau. En partenariat avec des experts de la peau et des dermatologues, Johnson & Johnson crée des produits innovants, notamment des traitements pour l'acné, l'eczéma, des nettoyants doux pour la peau, des hydratants et des écrans solaires qui protègent contre l'inflammation, le vieillissement prématuré et le cancer de la peau, tels que Clean and Clear et Neutrogena qui sont présentes dans plusieurs pays à travers le monde et qui sont très efficaces et reconnues. Dans le domaine de l'auto-soin, Johnson & Johnson offre une large gamme de produits de santé en vente libre, connus et fiables, qui offrent des solutions dans des catégories clés, telles que la douleur, les allergies, la diarrhée, le rhume, la toux, tels que Benadryl, qui sont des comprimés contre l'allergie, Motrine, qui allège les douleurs de muscles, Nicorette, qui aide à arrêter de fumer grâce à des patchs, des gommes à mâcher, des sprays, et finalement Pepcid, qui sert à arrêter les remontées gastriques. Dans le domaine des soins de santé essentiels, les consommateurs font appel aux marques iconiques de produits pour le soin des plaies et l'hygiène bucco-dentaire pour gérer leur santé au quotidien. Depuis plus de 100 ans, les parents et les hôpitaux font confiance à Johnson & Johnson pour les soins apportés aux nouveau-nés et aux nourrissons à travers la marque Johnson Baby. Elle produit aussi des pansements avec sa marque Band-Aid, des shampoings et produits pour cheveux bouclés, Mani Moisturize, Listerine qui est spécialiste des bains de bouche, et encore sa marque Penaten qui consiste à produire des crèmes pour les irritations. Comme on peut voir, Johnson & Johnson est présente sur plusieurs marchés à travers différentes marques. Son but est en effet de produire des produits de santé essentiels et accessibles à tous. Passons maintenant aux actions RSE faites par Johnson & Johnson.
Le premier exemple, Sight for Kids. Créé en 2002, Sight for Kids est le programme de santé oculaire en milieu scolaire le plus connu au monde. Touchant plus de 3 millions d'enfants chaque année, Sight for Kids mobilise des professionnels de la vue et des bénévoles pour fournir des services complets de santé oculaire aux élèves des écoles à faible revenu en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Le programme forme également les enseignants à dispenser une éducation sur la santé oculaire, à effectuer un test d'acuité visuelle et à dépister chez leurs élèves les affections oculaires courantes. Au cours des 20 dernières années, Sight for Kids a équipé les communautés du monde entier pour offrir aux enfants une vision claire et saine. Le programme a mobilisé plus de 200 000 enseignants, distribué 6,6 millions de matériel pédagogique, examiner visuellement plus de 48 millions d'élèves, aider 640 000 élèves à recevoir des traitements et des interventions chirurgicales supplémentaires dispensées par des professionnels de la vue, tout en fournissant également plus de 515 000 paires de lunettes aux enfants. Le deuxième exemple illustre l'engagement de J&J envers notre planète. Vous vous demandez dans quelle mesure Johnson & Johnson progresse vers ses objectifs ambitieux visant à protéger la santé de notre planète? Réponse courte, beaucoup. En fait, l'entreprise a fait des progrès considérables dans la transition vers l'électricité renouvelable et est à plus de la moitié du chemin vers l'atteinte de l'objectif consistant à répandre à 100% des besoins en électricité de ses installations dans le monde à partir de sources renouvelables d'ici 2025. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Aujourd'hui, Johnson & Johnson annonce avoir signé un nouvel accord d'achat d'électricité qui amènera l'entreprise à une électricité 100% renouvelable dans ses opérations aux États-Unis et au Canada d'ici 2030. Les nouvelles sources d'énergie proviendront d'un nouveau champ solaire aux États-Unis doté d'une capacité de production de 55 MW, soit environ 117 000 MWh d'électricité renouvelable par an, ce qui entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalent à l'utilisation de plus de 18 000 voitures hors route chaque année. Ceci s'ajoute à la capacité d'électricité renouvelable existante sur site et hors site qui alimente les opérations de Johnson & Johnson en Amérique du Nord. Grâce à cette nouvelle et aux 3 nouveaux accords éoliens et solaires conclus par l'entreprise en Europe en juillet, presque tous les sites Johnson & Johnson en Europe, aux États-Unis et au Canada seront alimentés à 100% en électricité renouvelable d'ici 2030. L'avantage, selon la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la production d'électricité à partir de sources d'énergie à faible teneur en carbone réduit les émissions de gaz nocifs et contribue à atténuer le changement climatique que l'Organisation mondiale de la santé a récemment qualifié de plus grande menace pour la santé de l'humanité. Tout cela fait partie de la façon dont Johnson & Johnson accélère son engagement de longue date à contribuer à améliorer la santé de notre planète à travers 3 objectifs ambitieux qu'il prévoit d'atteindre dans les domaines de l'électricité renouvelable, de la neutralité carbone de ses opérations et de la réduction des émissions de la chaîne de valeur. La marque Johnson & Johnson, connue pour son engagement en matière de santé, de sécurité et de confiance, a subi un coup dur pour son image suite à des informations faisant état d'une contamination par l'amiante dans sa poudre pour bébé, vendue depuis 1894. En effet, des tests effectués dans différents laboratoires ont révélé la présence d'amiante dans la poudre à base de talc de Johnson & Johnson. L'amiante est un minéral fibreux qui se trouve souvent près des gisements de talc. Les fibres d'amiante peuvent être à l'origine de maladies graves, dont les plus connues sont le cancer du poumon et le cancer de la plèvre. De plus, l'amiante peut également provoquer le cancer de l'ovaire. La société a fait face à environ 38 000 poursuites judiciaires de la part des consommateurs qui affirment que ces produits contenant du talc ont provoqué des cancers en raison de leur contamination par l'amiante. Alors, la question qui se posait était si l'entreprise était au courant de l'existence de l'amiante dans ses produits, et la réponse était oui, car en 2018, un rapport d'enquête d'une agence de presse mondiale a révélé que l'entreprise connaissait la contamination par l'amiante de ses produits remontant à plusieurs décennies. Des dossiers internes de l'entreprise, des témoignages de procès et d'autres preuves ont montré que depuis au moins 1971 jusqu'au début des années 2000, des échantillons de talc brut et de poudre finie de Johnson & Johnson ont été testés positifs pour de petites quantités d'amiante.
Ce scandale a eu un impact négatif sur la réputation de Johnson & Johnson en tant que fabricant de produits de confiance. Il a suscité des inquiétudes chez les consommateurs quant à la sécurité des produits à base de talc. Cela a stimulé la demande de produits de remplacement et de formulations alternatives, notamment ceux utilisant des ingrédients naturels et sans talc. De plus, en raison d'un nombre croissant de plaintes, l'entreprise a enregistré une hausse de ses charges, reflétant les coûts liés au règlement des litiges. En 2018, Johnson & Johnson a été condamné à verser la somme astronomique de 4,7 milliards de dollars de dommages et intérêts à un groupe de femmes affirmant avoir développé un cancer de l'ovaire suite à l'utilisation du talc dans la toilette intime. En juin 2021, Johnson & Johnson avait été condamné à payer 2,1 milliards de dollars de dommages et intérêts. De plus, le scandale a mis en lumière des questions concernant la réglementation des produits cosmétiques aux États-Unis. Cela a conduit à un examen plus approfondi des pratiques de l'industrie et à des appels à renforcer la surveillance des ingrédients utilisés dans les produits de soins personnels. Maintenant, on pourrait voir les différentes stratégies déployées par Johnson & Johnson pour essayer de gérer la crise. En fait, lors de nos recherches, on a remarqué que les différentes solutions déployées peuvent être classées dans un ordre progressif. C'est-à-dire qu'au début, elle niait sa part de responsabilité. Elle essayait de rejeter toutes sortes de critiques du public. Et puis après, petit à petit, Johnson & Johnson a commencé de s'engager plus en faveur de la RSE. C'est pour cela que j'ai nommé la première phase, la phase de négation initiale. Dans les premiers moments de la crise, Johnson & Johnson a essayé de défendre la sécurité de ses produits contenant du talc. C'est-à-dire qu'elle a essayé de mettre en doute la véracité de toute accusation portée contre elle. Dans cet esprit, la société a engagé des poursuites judiciaires contre 4 chercheurs. Elle a essayé de remettre en cause la fiabilité de leur étude qui liait le talc de J&J au cancer. Elle a argumenté que ces chercheurs-là n'avaient pas pris en compte l'exposition des patients à l'amiante provenant d'autres sources autres que le talc de l'entreprise. Malheureusement, cela n'a pas marché, vu que Johnson & Johnson s'est trouvé face à une accumulation de procès et une pression publique grandissante. C'est pour cela qu'il a essayé de mettre en œuvre une nouvelle stratégie qui est juridiquement plus complexe mais moins visible. Cette stratégie-là est surnommée le Texas Two-Step. Cette tactique-là consistait à créer une toute nouvelle entité nommée LTL Management à qui furent transférées toutes les responsabilités légales liées aux affaires de talc. Et puis, peu après la création, LTL Management a déposé le bilan. Autrement dit, elle a fait faillite. Alors, Johnson & Johnson s'est donc immunisé de toute répercussion financière immédiate, vu que toute perte reste associée à cette filiale-là. Du coup, cette phase-là marque un tournant dans la stratégie de gestion de crise, telle qu'elle minimise les pertes, tout en évitant une reconnaissance publique des problèmes associés à ces produits. Bien sûr que cette stratégie-là a été un énorme échec, vu que le public a facilement décortiqué la manœuvre et du coup, Johnson & Johnson se trouve dans une position critique. C'est pour cela que dans la troisième étape, Johnson & Johnson décide finalement de se transitionner d'une posture défensive vers une reconnaissance tactique des problèmes inhérents à ces produits à base de talc. Elle a donc choisi de régler les litiges en versant 8,9 milliards de dollars aux plaignants qui soutenaient que le talc était l'origine de leur cancer. Pour pouvoir administrer ce paiement-là, elle a prévu de constituer un fonds spécial destiné à indemniser les victimes actuelles et aussi les victimes futures sur une période de 25 ans. En fait, on trouve les produits de Johnson & Johnson toujours au Maroc, soit à Margin, soit dans des magasins. De ce fait, il y a toujours un risque que des victimes futures peuvent apparaître et être souffrantes du cancer. Et du coup, elles peuvent toujours profiter de ce fonds, vu qu'il est maintenu pour une durée de 25 ans. Cette phase-là montre que J&J essaie d'accepter ses responsabilités et essaie de rétablir la confiance du public et réduire les impacts négatifs durable sur la réputation de la marque. Finalement, pour essayer de renforcer encore plus la réparation de ces dégâts, elle a pris donc l'initiative de remplacer sa poudre pour bébé à base de talc
par une version à base de fécule de maïs. Cette version-là est considérée plus sûre, vu que la fécule de maïs est déjà utilisée dans d'autres produits similaires à travers le monde, et elle représente encore plus qu'une option plus naturelle et potentiellement moins risquée. Cela donc montre que Johnson & Johnson manifeste sa volonté d'offrir des alternatives plus sûres aux consommateurs. Elle démontre ainsi son engagement à intégrer des pratiques commerciales alignées sur des principes éthiques et sociaux plus larges, un impératif pour les entreprises évoluant dans un environnement de plus en plus réglementé et volatile. C'est le but de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. L'évolution de J&J au cœur de cette controverse illustre une stratégie de gestion de crise qui se transforme progressivement, mêlant défense, adaptation et finalement un engagement profond envers la RSE. Notre présentation touche à sa fin. Nous espérons que les informations partagées vous seront utiles et inspirantes et nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre attention.